Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle je vais commenter et corriger le travail que vous aviez à faire pour le vendredi 27 mars. Donc ce travail porte sur un nouveau chapitre, le chapitre 3, qui s'intitule Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production. Le document que vous avez à l'écran est un document que vous pouviez télécharger, que vous pouvez encore télécharger pour avoir le cours directement rédigé par mes soins comme synthèse à garder dans le classeur. Alors, c'est un chapitre qui est particulièrement d'actualité, notamment depuis l'élection de Donald Trump en 2016 comme président des États-Unis, puisque dès sa prise de fonction en janvier 2017, il va remettre en cause les accords commerciaux que les États-Unis ont signés avec leurs partenaires, notamment l'Europe ou encore certains pays d'Asie. Et il va ainsi exacerber des tensions commerciales au niveau international en remettant en cause la libre circulation des marchandises entre les pays. Il le fait sous l'argument principal de protéger les salariés, les actifs américains, contre la concurrence étrangère qu'il juge comme déloyale. Alors, euh, ça a permis de remettre en lumière un débat qu'on pensait aujourd'hui dépassé entre les partisans du libre-échange, ceux qui veulent qu'on laisse les marchandises circuler librement au niveau mondial, et les partisans du protectionnisme, ceux qui considèrent au contraire qu'il faut mettre des contraintes, des obstacles à l'arrivée de marchandises étrangères sur le territoire national. Alors, ça faisait relativement consensus, le libre-échange depuis les années 1950, c'est-à-dire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a plus tellement de débat. On pense que le libre-échange va favoriser le commerce international et donc la croissance économique mondiale. L'élection de Donald Trump, mais en réalité déjà auparavant la crise financière de 2008-2009, ont tous les deux remis un petit peu en cause ce consensus autour du libre-échange. Alors, on va déjà, dans un premier temps, dans ce chapitre et donc dans cette vidéo, essayer de décrire, d'observer les évolutions du commerce international, c'est-à-dire des échanges de marchandises, des échanges de biens et de services au niveau international. Alors, je ne corrigerai pas dans cette vidéo le travail préparatoire que vous aviez à faire pour vendredi. Ce travail préparatoire va vous permettre de mieux comprendre et de mieux suivre la vidéo. Par contre, je vous mets le corriger en lien dans Discord ou dans Pronote. Donc vous pourrez aller corriger ce travail par vous-même. Alors, au niveau du commerce international, en réalité, il faut distinguer deux types d'évolutions qui sont très importantes. Il y a d'abord les évolutions quantitatives, c'est-à-dire l'évolution des quantités de marchandises échangées au niveau international. Vous aviez à traiter pour vendredi 27 mars l'activité 1 qui porte sur ce document, ce graphique que vous avez à l'écran. Alors, avant de lire et d'interpréter ce graphique, il faut d'abord se questionner un petit peu sur sa nature. Vous voyez que c'est un graphique qui n'est pas avec la même échelle que d'habitude. C'est d'ailleurs inscrit au-dessus de l'axe des ordonnées. En fait, on a un axe des ordonnées qui a une échelle logarithmique. C'est une échelle qui se distingue de l'échelle arithmétique. Alors, vous retrouvez l'échelle arithmétique sur l'axe des abscisses, c'est pour ça qu'on va parler de graphique semi-logarithmique. L'échelle arithmétique, son principe est très simple, c'est le principe dont vous avez l'habitude, à savoir que chaque écart, chaque graduation ici sur l'axe représente la même valeur. Par exemple ici, entre deux graduations, eh bien, s'écoule une année. Et à chaque fois que vous avez une graduation, vous savez qu'il y a une année supplémentaire d'écoulée. Sur l'axe des ordonnées, les choses fonctionnent très différemment, puisque vous voyez bien que les écarts qui sont représentés n'ont pas la même longueur et pas la même valeur. En réalité, plus on s'élève le long de l'axe des ordonnées, plus les écarts ont une valeur qui grandit. Et donc du coup, ici vous avez par exemple un premier écart entre 100 et 250, qui est assez grand en mesure, mais qui a une valeur de 150 points d'indice.
Alors qu'ici, vous avez un écart juste après, entre 250 et 500, qui a une valeur de 250 points d'indice et qui pourtant représente une mesure plus courte. De la même façon ici, l'écart suivant est entre l'indice 500 et l'indice 1000, donc un écart qui vaut 500 points d'indice, mais vous voyez bien que ici, cet écart est beaucoup plus petit que le 500 qu'on aurait pu observer, si vous voulez, au début de l'axe des ordonnées. Donc en fait, plus on va monter le long de l'axe des ordonnées, plus les valeurs vont être très grandes et augmenter de plus en plus vite. C'est le principe de l'échelle logarithmique. Je vous renvoie à vos cours de mathématiques pour plus de détails et d'explications. Mais l'intérêt de ces graphiques, c'est évidemment d'être capable de représenter des évolutions exponentielles, des évolutions très grandes, très importantes, dans un espace qui est limité, pour éviter de prendre toute la page avec un seul graphique. Alors, pour vous illustrer un petit peu l'intérêt de ce type de graphique, j'ai tracé un graphique en prenant, si vous voulez, ces trois courbes avec trois dates clés, 1950, 1975 et 2000. Donc, je me suis limité à ces trois dates-là. Donc, dans Excel, j'ai pris les indices, vous les retrouvez ici, l'indice 100 en 1950, les indices 1500 et 250 pour 1975 et 5000, 1000 et 800 pour l'année 2000. À chaque fois, on retrouve bien les trois courbes. J'ai ensuite tracé ce graphique ici et on voit bien que la courbe qui correspond au produit manufacturé a une allure exponentielle. Ça veut dire qu'il est très difficile de représenter cette allure dans un graphique qui permet de visualiser des évolutions à la fois très grandes et très fines. Vous voyez bien qu'ici, par exemple, les deux courbes de combustible et de produits agricoles sont quasiment l'une sur l'autre, écrasées. D'accord? Pourquoi? Parce que pour pouvoir représenter la très forte évolution correspondant aux produits manufacturés, il a fallu prendre des écarts qui sont très petits pour des valeurs qui sont très grandes. Donc forcément, les deux courbes qui sont là, elles sont quasiment l'une sur l'autre pour pouvoir représenter celle-ci qui va monter très 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 haut dans notre graphique. Inversement, hein, dans un graphique semi-logarithmique, celui que vous avez dans l'activité 1, vous voyez bien qu'ici, on a des courbes où on peut voir des évolutions beaucoup plus fines parce qu'elles ne sont pas l'une sur l'autre. Voilà l'intérêt de ce graphique. Alors du coup, c'est rare qu'on utilise ce genre de graphique semi-logarithmique le jour du baccalauréat. C'est possible, hein, c'est à votre programme. Du coup, si vous rencontrez un graphique de ce type, la seule chose à faire, c'est d'être très attentif à la lecture des données, des statistiques que l'on que l'on euh, que l'on va chercher, pardon, sur l'axe des ordonnées, puisque on y a une échelle qui n'est pas arithmétique, qui n'est pas simple. Donc ici, par exemple, voilà, on voit bien que pour 1968, on a un indice 500 pour les produits manufacturés. Mais ici, on ne sait pas trop où on est. Est-ce qu'on est à 500, 700, 800? C'est compliqué. Donc il faut toujours se situer là où on a la graduation qui nous guide. D'accord? C'est le seul conseil à suivre pour ce genre de graphique. Alors, pour interpréter maintenant ce graphique, on va pouvoir mesurer des évolutions très facilement puisqu'on a des indices. Hein, donc, on peut mesurer des évolutions très grandes par le coefficient multiplicateur, c'est ce qu'il y a de plus pratique. On peut aussi utiliser le taux de variation. Pour les combustibles, le coefficient multiplicateur est de 10. Je vous laisse revoir les méthodes de calcul, vous les avez dans la correction. Donc, on a un commerce de combustible qui a été multiplié par 10 entre 1950 et 2010. On a donc un commerce de combustible qui a augmenté de 900% entre 1950 et 2010. Je préfère utiliser le coefficient multiplicateur quand les évolutions sont très grandes. On a aussi dans le graphique un autre outil de mesure qui est le taux de croissance annuel moyen qu'on avait vu notamment en début d'année pour la croissance économique. Et donc, vous pouvez le voir ici, hein, on voit bien que le commerce de combustible a augmenté en moyenne de 4% par an entre 1950 et 2009. Vous l'avez ici. Bien. Donc, on voit bien que toutes les marchandises représentées dans ce graphique ont des évolutions qui sont très importantes. L'augmentation du commerce est très forte et surtout, l'augmentation
des exportations de ces marchandises est beaucoup plus rapide, beaucoup plus forte que l'augmentation du PIB, que la croissance. Ça veut dire que le contenu de l'économie en exportation et importation est de plus en plus important. En France, une part de plus en plus grande de nos produits nationaux sont exportés et une part de plus en plus grande de ce que l'on emploie en France est importé. Et donc du coup, on a bien un contenu de notre activité économique qui est de plus en plus lié à ce commerce international. Bien, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire à partir de l'activité 1 sur l'évolution quantitative du commerce international. Très forte augmentation, surtout depuis les années 1950. Pourquoi 1950, c'est une charnière? Parce qu'avant, il y avait déjà mondialisation. En fait, déjà au XVIe et XVIIe siècle, il y avait un processus de mondialisation avec les villes du nord de l'Italie, Florence notamment, et d'autres. Et ces villes commerçaient déjà au niveau européen. Il y avait aussi un commerce lié aux colonies, notamment aux colonies en Inde, enfin autour des Indes, avec le Royaume-Uni, en Amérique du Sud, avec l'Espagne et le Portugal. Bref, on a déjà du commerce international avant le XXe siècle et plus précisément avant la Seconde Guerre mondiale. Mais il explose au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, on va expliquer pourquoi, mais retenez bien cette date comme une date charnière. Cette évolution quantitative ne suffit pas, c'est ce qui est noté dans la première partie du chapitre, à savoir qu'il y a aussi des évolutions qualitatives ou structurelles au commerce international. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui compose les échanges internationaux de marchandises change. Ça veut dire aussi que l'origine des flux de marchandises change. Autrement dit, on a énormément d'autres évolutions. Il ne faut pas observer et décrire l'évolution du commerce international uniquement en termes quantitatifs. On voit effectivement que dans les années 1950-1960, la nature des produits qui sont échangés change. On avait essentiellement au début du XXe siècle des produits agricoles qui étaient échangés, puis des produits combustibles, notamment le pétrole, le charbon et le gaz. Et aujourd'hui, depuis les années 1960-70, ce qui s'est principalement développé, c'est le commerce de produits manufacturés. Les biens électroménagers, l'hi-fi, les smartphones, les voitures aussi, sont des produits manufacturés, c'est-à-dire que la main de l'homme a transformé plus directement, c'est le cas notamment des produits issus de l'industrie. Bien voilà donc pour l'évolution qualitative du commerce. Ce qui peut aussi s'observer en évolution structurelle, c'est l'évolution vers un commerce de plus en plus marqué par l'intrabranche. C'est ici dans le deuxième paragraphe, ce qui se distingue de l'interbranche. Alors c'est quoi le commerce intrabranche? C'est le fait qu'on échange entre pays des marchandises qui sont similaires. Les Français achètent des voitures allemandes, les Allemands achètent des voitures françaises. C'est un commerce intrabranche. Alors que le commerce interbranche, ce serait les Allemands qui achètent du vin français et les Français qui achètent des produits chimiques à l'Allemagne. Là, c'est du commerce interbranche, c'est-à-dire que les flux, les échanges entre la France et l'Allemagne se font entre produits différents. De plus en plus, on constate que le commerce est intrabranche, c'est-à-dire qu'on échange des produits similaires. Pourquoi? Eh bien, pour avoir une meilleure diversité des produits disponibles sur nos marchés. Il y a aussi des évolutions géographiques qui doivent être remarquées, identifiées, et notamment l'émergence depuis environ les années 1950 de l'Asie dans le commerce international, d'abord avec l'insertion du Japon dans les années 1950-60 dans le commerce international, qui va devenir un des pays les plus riches du monde dans ces années-là. Ensuite, dans les années 70, avec les 4 dragons, ce sont les nouveaux pays industrialisés d'Asie. Et puis, la troisième vague, je dirais, de l'émergence de l'Asie, c'est les pays émergents actuels que représentent notamment l'Inde et la Chine. Donc, on voit bien que le centre de gravité de la mondialisation s'est déplacé vers l'Asie. L'Asie a un poids de plus en plus important dans le commerce international. On a également le développement d'un commerce intra-régional, c'est-à-dire à l'intérieur des zones
des continents. Je vous remercie.